Salut à tous chers confrères, aujourd'hui nous avons déterré pour vous un des films iconiques des années 60, 3 fois nominé aux Oscars, première franchise du cinéma de science-fiction, La Planète des Singes, le premier film de 1968. La Planète des Singes, c'est une multitude de suites et de remakes, et on ne se concentrera que sur le premier, même si on ne l'a pas trouvé très palpitant, et que Suprématie et ses effets spéciaux nous ont retourné le cerveau très récemment. Il avait le mérite d'être bien plus clair que la version burtonesque, surtout au niveau de la fin, et de laisser un micro-doute sur la planète où se déroule l'action, au contraire des 3 derniers préquels récents. Ce tout premier film est issu du bouquin de Pierre Boulle, La Planète des Singes, sorti en 63, qu'on connaît aussi d'ailleurs pour avoir écrit Le Pont de la rivière Kwai. À la sortie du bouquin, le livre va immédiatement taper dans l'œil du producteur Arthur Jacobs, qui en confiera la réalisation à Franklin G. Schaffner. Après avoir eu la certitude que Charlton Heston serait la star du film, une sorte de caution pour s'assurer du succès du film, puisqu'à l'époque, la SF n'est pas rentrée dans le cœur des téléspectateurs, et on ne croit pas trop à l'histoire du film. D'ailleurs, l'histoire, quelle est-elle ? Celle d'un vaisseau spatial américain, parti faire la conquête spatiale, devant théoriquement arriver dans le système d'Orion, mais qui, je vous laisse deviner, rencontre un problème et atterrit sur une planète inconnue, 2000 ans terrestres après son départ. L'équipage, lui, n'a pris qu'un an et des poussières, bien conservé dans ses lits d'hibernation spatiale. Une fois sortis du vaisseau, nos 3 survivants s'engagent dans une petite randonnée pour essayer de trouver un milieu un peu moins hostile que le cadre désertique qui les entoure. Donc par ce prologue, on prend le temps de plonger dans l'atmosphère du film, puisqu'il faut attendre 25 bonnes minutes avant de comprendre réellement pourquoi le film s'appelle La Planète des Singes. Après avoir trouvé un troupeau d'humains, avoir été pris en chasse par des singes, ce qui permet au scénario de se débarrasser de 2 des explorateurs, qui auraient sûrement trop simplifié l'intrigue, Taylor, l'acteur principal, incarné par Charlton Heston, est emmené dans le village des singes, où il tâchera de prouver durant tout le film qu'il n'est pas une bête, qu'il n'est pas idiot et qu'il n'est pas sauvage. Et même s'il sait qu'il ne pourra jamais rentrer chez lui, d'essayer de recouvrir la liberté tout en apportant la preuve que la race humaine n'est pas une race esclave. Et oui, pour commencer, la question du sauvage et du civilisé coule de source dans l'intrigue du film. Tout le système de valeurs dominant-dominé est renversé. L'homme prend la place du singe et le singe prend la place de l'homme. Dans le bouquin original, le monde sur lequel atterrissent l'équipage est en tout point semblable au nôtre. Les singes conduisent des voitures, habitent les villes, des buildings, possèdent l'industrie. Bref, ils sont nos homologues primates. Faute de moyens, c'est une vision qui a dû être réadaptée pour notre plus grand bonheur. Puisqu'en plus de donner une ambiance spéciale aux sociétés simiesques, elle crée un contraste entre le niveau de conscience des singes et leur mode de vie. C'est-à-dire qu'ils parlent comme des savants, que leurs vêtements témoignent d'une certaine technique, mais qu'ils vivent dans des maisons troglodytes. Au niveau de l'aménagement, on remarque un certain nombre d'éléments qui permettent de mettre en relief une prise de choix. Cette prise de choix nous permet d'accéder à un nouveau niveau de lecture de l'habitat simien qui dépasse l'absence de budget de la réalisation. Taylor, en parcourant le désert, va s'attacher à suivre la végétation jusqu'à ce qu'elle se densifie et le conduise à de l'eau. Et ça ne va pas manquer. On sait donc déjà ceci. Dans ce désert, il y a des oasis. C'est à ce moment-là qu'on aperçoit pour la première fois les sauvageons, que l'équipe va suivre jusqu'à découvrir une meute d'hommes dans un champ de culture mixte, puisque des arbres poussent au milieu de maïs et d'autres plantes. Laissons tomber les incohérences géographiques et poursuivons. C'est à ce moment-ci que les singes arrivent sur leurs chevaux et emmènent Taylor dans le village simien. Pourquoi parle-t-on de champs alors qu'on ne voit à aucun moment dans le film d'activité agricole ? Parce que c'est une des raisons qui pousse les singes à se débarrasser des hommes. Ils saccagent les cultures. Le village, quant à lui, est en retrait des espaces verts et humides que l'on a pu apercevoir. On sait déjà que les singes cultivent des endroits irrigués et humides, qu'ils se mettent en recul des espaces cultivables. À tout hasard, appelons ça une stratégie spatiale. À l'intérieur du village, on retrouve nos maisons troglodytes, toutes bien espacées les unes des autres, ce qui montre que cette société laisse une place importante à l'individu. On retrouve aussi des escaliers, un tribunal, un centre vétérinaire, bref, une société qui maîtrise la technique, beaucoup de techniques. Ils ont des filets, des stylos, ils font des opérations du cerveau, de l'expérimentation, bref, un peuple civilisé. Alors que l'homme se balade sans vêtements, et tout dépeigné, grimpe dans les arbres pour manger des fruits. Bref, il n'est ni une société, ni civilisé. Alors pourquoi pousser la ressemblance aussi loin pour finalement vivre dans des maisons troglodytes ? Tout simplement pour marquer une différence fondamentale dans la vision qu'on a de la nature. Le singe ne détruit rien, il s'implante, il vit. Et d'ailleurs, dans la version Burton, on a une scène de banquet où on remarque qu'il ne mange absolument pas de viande. C'est dire à quel point ces singes, dans cet univers-là, poussent la préservation de l'environnement.
Et finalement, la différence fondamentale entre lui et l'homme, elle est là. Le singe n'a pas d'empreinte écologique, il n'a pas d'empreinte sur l'environnement. La vision anthropocentrée de la nature porte bien son nom. Elle ne s'applique qu'aux hommes. La vision anthropocentrée, c'est une vision de l'homme conquérant qui prime sur tout ce qu'on verra plus tard. Mais cette position de conquérant est capitale dans tout le film. Elle est retranscrite au tout départ lorsque Taylor dit « L'homme, cet être si merveilleusement doué, cet extraordinaire paradoxe qui m'a expédié dans les étoiles, est-ce qu'il fait toujours la guerre à son frère ? Est-ce qu'il laisse toujours mourir de faim les enfants de son voisin ? » Ou lorsque Taylor rencontre les hommes pour la première fois et dit « Nous avons de la chance. S'ils ne sont pas plus agressifs que ça, dans moins de 6 mois, nous sommes les maîtres de cette planète. » Toute la haine de l'élite simiesque repose sur leur connaissance de cette propriété intrinsèque à l'homme, et c'est pour cette raison qu'ils veulent maintenir l'homme dans la sauvagerie, surtout loin de la technique. Le singe se méfie de l'homme parce qu'il est averti du mal qu'il engendre. Ce qui le prévient, c'est ce qu'il appelle les rouleaux sacrés. Encore une fois, le parallélisme est frappant. En fait, toute la question est de savoir si oui ou non l'homme est un ancêtre du singe. On inverse la théorie darwiniste tout en conservant son ennemi de toujours, la foi. Cette société, toute évoluée soit-elle, est très, 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 très croyante. Au point que l'État et les institutions religieuses sont les mêmes. C'est cette foi qui refuse, qui nie et qui contraint la science. D'ailleurs, les personnages principaux qui viennent en aide à Taylor sont accusés d'hérésie scientifique. Toute ressemblance de l'homme et du singe sont proscrites par le seul texte suivant. Prends garde à la bête humaine, car elle est dans la main du diable. Seul de tous les primates créés par Dieu, il tue par plaisir, concupiscence ou avidité. Oui, l'homme peut tuer son frère pour posséder la terre de son frère. Ne le laisse pas croître en nombre et se multiplier, car il transformera en désert son pays et le tien. Chasse-le, renvoie-le dans sa tanière au cœur de la jungle. En vérité, je te le dis, il est le fourrier de la mort. Mais comme on vous l'a spoilé, cette barrière de la foi est en fait gérée par les élites, pour empêcher que le pire de l'homme ne réapparaisse. Ils possèdent déjà la preuve que ce mal existe, puisqu'ils sont tous armés jusqu'aux dents. C'est la raison pour laquelle les singes veulent anéantir l'espèce humaine et éliminer toute trace de son passage sur Terre, tant le rouleau sacré est précis sur le sujet. Grâce au texte, le singe prime sur tout. C'est l'espèce suprême et à ce titre, elle s'accorde le droit de disposer et de gérer de l'environnement, disposer de l'homme et protéger la nature. Justement, cette question de la suprématie, c'est la clé de voûte, au final, de notre vision de la nature à nous humains. La SF, c'est un genre qui aide énormément à imaginer d'autres mondes, à anticiper l'avenir. C'est un genre qui est propice à la réflexion et aux questions humaines. Justement, en ce qui concerne le sujet de l'espèce supérieure, le film apporte une réponse plutôt effrayante qui nous renvoie aux questions d'éthique actuelles concernant la place des animaux. La suprématie, finalement, c'est le conflit de l'homme et du singe pour savoir lequel des deux sera actant du monde ou acteur. On touche là à un autre élément récurrent du film, la parole. Pour savoir si Taylor est intelligent, il faut qu'il parle, ce qu'il ne peut pas faire à cause d'une balle qu'il a pris dans le cou. Alors il écrit. Grâce à l'écriture, puis la parole plus tard, il apporte non seulement la preuve qu'il peut communiquer, mais également la preuve qu'il sait raisonner, au contraire des autres hommes qui ne parlent plus et qui sont devenus très primaires finalement. Le problème, c'est que si Taylor peut raisonner, tous les hommes le peuvent. Du coup, les singes vont tout faire pour prouver qu'il est unique. Ils vont lobotomiser un de ses coéquipiers, qui n'était pas mort finalement. Ils vont lui poser des questions sur le texte sacré, auxquelles il ne pourra pas répondre. Bref, ils vont tout faire pour prouver son infériorité. Parce que si l'homme était l'égal du singe, ou si le singe était l'égal de l'homme, même avec la preuve que les deux se ressemblent et peuvent raisonner, on ne pourrait pas changer. Reconnaître un statut, c'est incorporer l'environnement dans son quotidien et du coup se dépouiller des droits qu'on peut avoir dessus. Mais ça, on ne peut pas le faire. On a besoin de l'environnement, on a besoin de la nature pour fonctionner. Et du coup, on n'est pas en mesure de gérer les ressources pour plus que l'humanité. Finalement, et c'est surtout ça que pointent les singes et que dénoncent les singes dans le film, l'homme n'est pas en mesure de permettre à un tel système de fonctionner parce qu'il est nocif. C'est d'ailleurs ce que la dernière scène traduit, cette scène culte où l'on voit la Statue de la Liberté enterrée, avec le monologue aussi culte.
ans plus tard, nous étions revenus sur la Terre. Ce monde de cauchemar, c'est la Terre. Les criminels! Ils les ont fait sauter leurs bombes. Oh, les fous! Je vous hais! Soyez maudits jusqu'à la fin des siècles! Je rappelle à tout le monde qu'on est en 1968, en pleine guerre froide, et le réalisateur traduit en fait en images une peur mondiale, la fin de l'humanité tuée par ses propres bombes A. Ce film, c'est au final une gigantesque critique de l'homme, anthropocentré, souvent anti-progressiste et destructeur, refusant de revenir sur son mode de faire pour évoluer. Nous aurions pu encore aborder plein d'autres sujets, résilience, permanence du racisme, liberté, l'inné et l'acquis, mais nous avions peur de dépasser encore un peu plus le cadre de cet enseignement. Finalement, le film est assez sombre et n'offre aucun happy end. C'est pour cela qu'on vous laissera sur cette dépitante affirmation.